Donc, je rappelle juste le plan. On va commencer par rapporter les constatations biologiques qui ont fait se poser la question de par quel mécanisme physiopathologique ce phénomène existe-t-il, quel en est l'aspect clinique et enfin, quel en sera l'aspect thérapeutique. Donc, concernant les constatations biologiques, je fais vite défiler les premières études dont on a déjà parlé. Cette première qui date de janvier 2020 et où, à Wuhan, en comparant le groupe des survivants aux non-survivants, on retient l'existence d'une lymphopénie, d'une neutropénie, de dédimères élevés, d'une hypoprotidémie, notamment un type d'hypoalbuminémie, de façon significative dans le groupe hospitalisé en réanimation. La deuxième étude, toujours chinoise, s'est penchée sur la question des paramètres de la coagulation et a conclu à l'existence chez les patients non survivants d'un TP d'autant plus allongé, de dédimères élevés encore une fois, de produits de dégradation de la fibrine élevés également. Et je vous ai précisé que ce qui était d'autant plus intéressant à noter, c'était que ces anomalies biologiques existaient dès le tout début de l'hospitalisation, donc dès l'admission. Pourquoi pas donc s'intéresser à ces valeurs pour dépister les patients. La troisième étude concernait la description de la cinétique des plaquettes chez les patients atteints de Covid-19. Donc 1476 patients, quelle qu'en soit la gravité. Dans un premier temps, ils ont relevé les taux de plaquettes en cours d'hospitalisation et ont comparé les groupes survivants des non-survivants. Ils ont clairement conclu au fait que la thrombocytopénie était plus importante chez les patients donc non survivants, ce qui correspondent à la courbe du dessous versus les survivants, donc la courbe du dessus en blanc. Dans un deuxième temps, ils ont cherché à corréler la mortalité à la thrombocytopénie, au degré de la thrombocytopénie. Et pour ce faire, ils ont subdivisé leurs patients en 4 stades de taux de plaquettes. La thrombopénie très profonde, avec un taux de plaquettes inférieur à 50 000, profonde entre 50 et 100 000, ou légère entre 100 et 150 000, et bien sûr normale supérieure à 150 000. Et la mortalité correspondait à l'ampleur de la diminution du nombre de plaquettes. On voit bien que chez les patients dont le taux de plaquettes était inférieur à 50 000, le taux de mortalité était à 92,1%. Mais il est capital de nuancer ces résultats. D'abord, c'était une étude monocentrique qui était rétrospective, et ensuite, l'analyse de la thrombocytopénie en tant que telle s'est faite sans tenir compte des autres dommages d'organes qui peuvent eux-mêmes être à l'origine de la thrombopénie ou aggraver le phénomène. Sur cette quatrième étude, les auteurs ont cherché à déterminer les facteurs de risque de mortalité selon une étude rétrospective, cette fois-ci multicentrique puisqu'elle a inclus les 2 principaux hôpitaux de Wuhan. Et ils ont ainsi analysé 191 patients sortis ou décédés jusqu'au 31 janvier 2020. Et comparativement entre les survivants et les non-survivants, sur le plan biologique, on a relevé encore une fois une notion de thrombopénie, notamment de thrombopénie profonde, des dédimères qui sont élevés, une ferritinémie élevée et des interleukines 6 plus élevés dans le groupe des non-survivants. Zhang s'est intéressé à cette notion de dédimère élevée. Et il a cherché dans cette étude à évaluer si des niveaux élevés de dédimère pouvaient prédire de la mortalité chez les patients atteints de Covid-19, en calculant même une valeur seuil optimale qui pourrait prédire d'un éventuel décès, toutes causes confondues. Et en calculant l'air sous la courbe ROC, la valeur seuil pour ces marqueurs et pour prédire des décès a été retenue à 2 microgrammes par millilitre, soit 2000 nanogrammes par millilitre. Et ce, avec une sensibilité à 92,3% et une spécificité à 83,3%. Et donc, les dédimères ne seraient-ils pas un marqueur précoce et utile pour améliorer la prise en charge de ces patients, d'autant plus que c'est la première fois qu'on utilise les dédimères non pas en tant que valeur négative, inférieure à 500, mais non seulement positive, mais en plus avec un cut-off à 4 fois la normale. En analyse multivariée, si on retient que le groupe dédimère supérieur à 2 était le groupe des patients les plus sévères, puisque sur 13 patients décédés, 12 faisaient partie de ce groupe-là, on notera la différence significative en faveur du groupe sévère en ce qui concerne toujours la lymphopénie, la neutropénie, la CRP élevée qui témoigne de l'état d'hyperinflammation de ces patients et un TP qui était prolongé, qui était allongé. Encore une fois,
c'est une étude rétrospective, c'est une étude monocentrique, et même si la puissance était suffisante pour évaluer la mortalité, il y a une différence de taille qui est quand même conséquente entre les deux groupes. Des dimères supérieurs à 2 ne concernaient que 67 des patients versus 276. Finalement, toutes les anomalies de la coagulation décrites jusque-là semblent cadrer avec un état de consommation intravasculaire disséminé, bien qu'on ne retrouve pas la notion d'hypofibrinogénémie. Mais on s'attend donc à avoir des patients qui saignent. Regardons plutôt cette dernière étude. Il s'agit d'un essai clinique qui a évalué l'état de coagulabilité des patients infectés au Covid-19. Pour ce faire, les auteurs ont évalué la thromboélastographie chez 24 patients hospitalisés en unité de soins intensive et 2 fois pour 6 d'entre eux. Donc on avait 30 valeurs. Ils ont également évalué les paramètres classiques de l'hémostase. Et les auteurs ont conclu à l'existence de D-dimères élevés, d'une hyperfibrinogénémie, d'une protéine C élevée, mais encore d'un facteur 8 qui est augmenté, d'un facteur de Van Willebrand qui est augmenté et d'un état d'hypercoagulabilité vrai, avec pour les plus spécialisés d'entre nous, donc une valeur réduite de R et de K et une augmentation de l'angle K. Ces résultats pourraient expliquer plutôt donc la survenue d'événements thromboemboliques. Je vais clôturer ce chapitre des constatations biologiques en revenant à la première étude qui nous a malheureusement rappelé que la physiopathologie de la famille des coronaviridés pathogènes pour l'homme, à savoir le SARS-CoV ou le CoV-1 et le MERS-CoV, a déjà fait beaucoup de morts dans le passé, mais n'a pas encore été complètement élucidée. Évidemment, j'ai profité du passage de professeur Louzil avant moi pour ne pas m'attarder sur le volet immunologique. Je retiendrai juste qu'il existe une tempête cytokinique qui semble être associée à la gravité de la maladie. Néanmoins, il y a quand même une ou deux notions de physiopathologie qu'on doit connaître ou maîtriser en tant que clinicien. Donc, je n'ai pas choisi la plus belle image de la cascade de la coagulation, puisqu'on sait aujourd'hui que le facteur 12 n'en fait plus partie. Néanmoins, ce que nous devons retenir, c'est que ce SARS-CoV, une fois dans l'organisme, va agir, entrer dans la cellule via les récepteurs à l'angiotensinogène, qui sont particulièrement riches au niveau du poumon et de l'endothélium, le plus grand organe du corps humain, ce qui explique le tropisme de ce pathogène pour ces organes. Donc, le premier mécanisme qui est à connaître, c'est l'activation de monocytes producteurs de cytokines, tels que l'interleukine 6 a été expliqué, et le facteur de nécrose tumorale, qui vont à leur tour activer les cellules endothéliales et le facteur tissulaire, déclenchant ainsi la cascade de la coagulation sanguine. Et cette coagulation, elle est indispensable pour contrer le virus, le piéger dans un réseau de fibrines et limiter ainsi sa dissémination. Au niveau du poumon, nous observerons dans les capillaires pulmonaires le même phénomène, avec une réponse inflammatoire qui est excessive, une coagulation qui est massive et dangereuse et qui va conduire à une thrombose locale au niveau de cet organe. Mais il n'y a pas que ça. Le deuxième mécanisme qui est à connaître, c'est qu'il va y avoir des monocytes circulants qui vont être activés, qui vont croiser des facteurs tissulaires, des microparticules dans le sang, qui vont notamment activer le facteur 7 et être à l'origine d'un phénomène d'accroissement de thrombus dans le sang, lesquels vont venir se poser ici et là dans différents organes, notamment dans les gros vaisseaux, et pourraient justifier l'existence de thrombus flottants dans des endroits qui n'étaient pas la source même du développement du thrombus. Pour finir avec la physiopathologie, une petite parenthèse, le poumon est riche en immunoglobuline A, et c'est une remarque qu'on reverra tout à l'heure. Donc en résumé, avec ce Covid-19, on observe une coagulopathie de consommation qui mime une CIVD, mais qui est différente de celle qui est habituellement causée par le sepsis. Donc on a moins de thrombopénie, on a moins de consommation de protéines de la coagulation, il y a des signes biologiques de microangiopathie, et ce taux élevé de D-dimère pourrait avoir une valeur pronostique. Ce qui est à retenir, c'est que cette infection virale va être à l'origine d'une dysfonction des cellules endothéliales, laquelle va entraîner une réponse pro-inflammatoire agressive et un contrôle insuffisant de la réponse anti-inflammatoire. Ensuite, on a un état d'hypercoagulabilité vrai. Puis ce Covid-19 qui est à l'origine d'une hypoxie probablement justifiée par le tropisme du pathogène pour les poumons, et cette hypoxie va, comme on le sait, augmenter la viscosité du sang et donc aggraver le phénomène de coagulation. Sans oublier que certains patients vont certainement présenter des états de septicémie, lesquels induisent une hypercoagulabilité, mais également une consommation, une CIVD.
Si on devait illustrer tout ça par quelques situations cliniques, tout d'abord, on va s'éloigner un petit peu de la Chine. On va commencer par ce premier papier néerlandais qui a évalué l'incidence des complications thromboemboliques chez les patients infectés au Covid-19 et hospitalisés en unité de soins continus. Donc, ils ont recherché, évalué la survenue d'embolies pulmonaires aiguës symptomatiques, de thromboses veineuses profondes, d'accidents vasculaires cérébraux, d'infarctus du myocarde ou encore d'embolie artérielle systémique. Alors sur 183 patients, dont 23 sont décédés, ils ont tous reçu la même dose d'anticoagulation préventive et l'incidence de ces événements était de 31%, avec en tête de liste l'embolie pulmonaire, suivie par la thrombose veineuse profonde, puis par les accidents artériels. Voici le cas d'un homme de 70 ans, donc en Italie, rapporté par une équipe italienne, qui a été hospitalisé dans un tableau d'infection sévère au Covid-19. À J2, le patient présente une aggravation clinique et motive la réalisation d'une tomodensitométrie pulmonaire. Donc à droite, en grand A, à gauche, pardon, en grand A, on observe bien ces belles images typiques du Covid-19 de verres dépolis périphériques. Et puis, en grand B, donc à droite, on voit bien, vous pouvez suivre avec les flèches, l'amputation vasculaire qui témoigne de la survenue d'une embolie pulmonaire. Les anticorps antiphospholipides chez ces patients-là. Donc, une équipe chinoise a rapporté, celle de Zhang, qui a beaucoup étudié cette question de coagulopathie chez le patient Covid-19. Il a rapporté le cas de 3 patients d'âge similaire, 2 hommes, une femme, tous 3 multitarés, hospitalisés dans un état grave de Covid-19. Et ils ont présenté, ces patients-là, des accidents vasculaires cérébraux avec, à la biologie, la présence d'anticorps antiphospholipides et clin d'œil pour les immunoglobulines A qui étaient franchement élevées chez ces 3 patients. Pour finir, on vous propose de belles images échographiques. Donc, c'est une démonstration échographique d'événements thrombotiques chez des patients qui étaient admis avec un SARS-CoV-2. En haut à gauche, en grand A, c'est un thrombus au niveau de la veine jugulaire interne autour d'un cathéter qu'on voit tout blanc. En haut à droite, en grand B, il s'agit d'un thrombus au niveau de la veine fémorale superficielle. En bas à gauche, en grand C, on a une échographie transthoracique en vue sous-costale qui montre un thrombus dans la cavité ventriculaire droite attachée à la valve tricuspide. Et enfin, en bas et à droite, on a encore une fois une échographie transthoracique en coupe petit axe parasternal chez un patient avec une dilatation du ventricule droit qui témoigne certainement de l'existence, peut-être, de l'existence d'une embolie pulmonaire, en tout cas dans ce contexte, oui, et qui induit un mouvement septal interventriculaire paradoxal. Ce qu'on va retenir, c'est qu'il faut procéder à un dépistage clinico-biologique. Alors, on ne vous parle pas de scorification parce qu'il n'y a pas de score spécifique au Covid-19. On pourra utiliser tous les scores que l'on connaît, le SIC dans le cadre du sepsis, et il faudra évaluer cliniquement et biologiquement quotidiennement ces patients. Le dépistage échographique a certainement sa place, mais en tous les cas, il va falloir se poser la question d'une stratégie préventive et établir des consensus et des recommandations claires. Ce qui nous amène justement au chapitre du traitement. Donc, encore une étude chinoise qui a été acceptée, non encore publiée, qui s'est dès le début penchée sur la question de l'héparinothérapie et en comparant 2 groupes patients n'ayant pas reçu d'héparinothérapie du tout ou moins de 7 jours et patients ayant reçu une héparinothérapie de plus de 7 jours, si on évalue la mortalité à 28 jours, clairement, la mortalité était plus élevée chez les patients qui n'ont pas été traités par l'héparine. L'héparine à dose prophylactique de routine pourrait donc réduire la mortalité chez les patients porteurs de troubles de la coagulation les plus graves, qui ont été définis dans ce papier par un score SIC, donc le score Induced de coagulopathie, qui n'est non spécifique au Covid-19, ou des dédimères élevés. Donc les scores étaient plus élevés et les dédimères étaient 4 fois plus la normale chez les patients qui n'ont pas été traités. Mais pour ce chapitre, on a plutôt choisi de s'attarder sur les propositions et les précautions d'urgence préconisées par les sociétés françaises. Donc, ils ont tenu compte, dans un premier temps, d'un des facteurs de risque principal de la maladie, qui était, donc le besoin en oxygène. Donc, est-ce que le patient n'a pas besoin du tout d'oxygène?
d'un peu d'oxygène ou d'une oxygénothérapie à haut débit avec une ventilation artificielle. Ensuite, le deuxième paramètre qu'ils ont jugé comme étant un facteur de risque conséquent, c'était l'obésité. Donc, ils ont tenu compte de l'index de masse corporelle, soit qu'il était inférieur à 30, soit qu'il était supérieur, en divisant les patients, en tenant compte d'éventuels facteurs de risque chez ces patients-là. Quels facteurs de risque? En première ligne, les cancers actifs et en deuxième ligne, l'existence déjà de thrombose. Le troisième facteur de risque a été l'existence ou non de thrombose itérative clinique, que ce soit des cathéters ou des filtres d'épuration extra-rénale. La problématique du syndrome inflammatoire et d'hypercoagulabilité a également été soulevée. C'est pourquoi ils ont décidé de tenir compte du fibrinogène et ils ont retenu un cut-off d'une hyperfibrinogénémie supérieure à 8 grammes par litre. Ils ont également tenu compte des dédimères avec un cut-off cette fois-ci à 3 microgrammes par millilitre ou 3000 nanogrammes par millilitre, mais ils n'ont pas uniquement tenu compte du taux de ces paramètres, surtout et aussi de la cinétique. Donc à tout moment, en cours d'hospitalisation, si un patient présente une élévation de ces paramètres biologiques, on pourra procéder à une escalade dans la dose d'anticoagulation. Les patients qui sont sous ECMO, évidemment, et dont les canules doivent être parfaitement anticoagulées. Et pour finir, les patients qui sont déjà sous traitement anticoagulant au long cours et pour lesquels il va falloir trouver une solution. Donc, ils ont défini 4 niveaux de gravité. Le premier niveau de gravité, c'est le niveau faible, c'est les gens qui sont à la maison. Ils n'ont pas besoin d'oxygénothérapie et pour eux, ils ne proposent pas de règles évidentes. Le deuxième niveau de gravité, c'est le risque intermédiaire. C'est les patients qui ont un IMC inférieur à 30, qui n'ont pas besoin d'oxygénothérapie ou d'une petite oxygénothérapie. Et pour ces patients-là, on va proposer une anticoagulation préventive classique à type d'enoxaparine, par exemple, donc 4000 unités par jour en sous-cutané. Le niveau de risque élevé concerne les patients aux IMC supérieurs à 30, sans facteur de risque ou avec facteur de risque, et qu'ils aient besoin ou non d'oxygénothérapie. Cette fois-ci, on propose une escalade, donc toujours une HBPM type enoxaparine, mais cette fois-ci 2 fois par jour. Le niveau de risque très élevé, c'est tous les autres patients on précise qu'il y a une encoche ici qui concerne les patients qui ont un IMC supérieur à 30 avec facteur de risque et besoin d'oxygénothérapie haut débit ou ventilation artificielle. Pour ceux-là, ainsi que pour ceux qui présentent des thromboses itératives de cathéter ou de filtres d'épuration extra-rénale, pour ceux qui présentent un syndrome inflammatoire marqué ou qui sont sous ECMO, mais aussi pour les patients qui étaient déjà sous anticoagulation, il faudra proposer une HBPM à dose curative, c'est-à-dire une HBPM qui, cette fois-ci, va tenir compte du poids réel des patients. Le dernier point, c'est le monitorage de l'anticoagulation. Alors, avant de parler de l'héparinémie, il va falloir préciser, insister sur le fait que les paramètres biologiques classiques sont indispensables pour la surveillance de ces patients. Je me répète, si, au cours de l'hospitalisation, la cinétique des dédimères ou du fibrinogène s'élève, il va falloir penser à une anticoagulation majorée. Ces patients sont sous héparinothérapie, donc ils peuvent faire une thrombopénie induite par l'héparine. Il va aussi falloir surveiller ce point-là. Plus classiquement, donc, surveiller l'activité anti-10A. Pour les patients à risque élevé, l'objectif thérapeutique va être de 0,3 à 0,5. Jamais de dépasser le seuil de surdosage qui est défini par 1,2 unités par millilitre pour l'enoxaparine. Et pour les patients à risque très élevé, les objectifs sont revus à la hausse et on a un objectif de 0,5 à 0,7 unités par millilitre. Pour les alternatives thérapeutiques, et pour ceux que ça intéresse le plus, il y a encore beaucoup de papiers, contrairement à ce qu'on peut penser. Il y a un papier chinois qui parle de différents consensus et qui évoque même la possibilité d'utilisation de facteur 7, par exemple, qui propose des anticoagulants oraux en alternative si possibilité de mettre sous héparinothérapie. Il y a les recommandations de la Société internationale de thrombose et d'hémostase avec les Américains qui sont dans la course et qui proposent des traitements encore plus spécifiques et particuliers. Ce avec quoi on rentre à la maison, c'est ces idées-là. Les mécanismes physiopathologiques dans le contexte de la coagulopathie du patient Covid-19 sont
complexe. On pourrait même parler d'une thromboinflammation. Et l'existence de cette coagulopathie est définie comme étant un véritable facteur pronostic. La surveillance clinico-biologique, comme on sait la faire, est indispensable et il va falloir procéder à une approche qui est adaptée au risque, c'est-à-dire augmenter la dose d'anticoagulation malgré des données justificatives minimales. Ça doit être soigneusement envisagé après avoir évalué le risque de saignement pour chaque patient. Ce qui est sûr, c'est que plusieurs questions restent non élucidées. On a besoin d'études et, à ma connaissance, aucun essai qui cible le système de coagulation n'est aujourd'hui enregistré sur clinicaltrials.gov. Voilà, merci. Merci beaucoup, Dr Rbay, pour cette conférence sûrement intéressante et moi qui ne suis pas réanimateur, ça m'a retenu et si vous avez forcé un peu les méninges. Voilà, merci beaucoup. Et donc, j'ai une petite question. Est-ce qu'il est intéressant de demander systématiquement des dédimères à l'arrivée d'un patient chez qui il y a des symptômes évocateurs de Covid-19 ? Il est indispensable de demander des dédimères dès l'admission et d'en suivre la cinétique. Clairement, toutes les études qui se sont penchées sur la biologie rapportent l'existence de dédimères élevés. Et on a même donc défini un cut-off, ce qui est vraiment une première fois parce que les dédimères, on les utilise vraiment dans le cadre de l'embolie, des thromboses, de la maladie thromboembolique, pour dire voilà, c'est inférieur à 500, c'est négatif, ce n'est pas une embolie. Si c'est positif, ça ne m'aide pas tant que ça. Ici, on nous parle d'un cut-off à 2. C'est vrai que les études sont encore fragiles, mais clairement, oui, dans le contexte du Covid-19, avec tout ce qui a été publié, on ne peut pas se permettre de mettre sous silence, de passer sous silence les dédimères. Et l'anticoagulation systématique, oui. Vous la prenez? Oui. Alors, les recommandations qui ont été présentées sont en faveur d'une anticoagulation préventive systématique. De toute façon, il faut savoir que nos patients, une fois hospitalisés en réanimation, sont déjà sujets à une anticoagulation préventive. Ils sont alités, il y a un état de septicémie qui favorise l'hypercoagulabilité. Mais chez ces patients Covid-19, puisqu'il est prouvé que la maladie thromboembolique est vraie, eh bien, on a proposé un peu rapidement, certainement, il n'y a pas encore assez d'études, mais c'est les constatations cliniques qui ont poussé les sociétés savantes à proposer une anticoagulation qui a été dite forte. Donc, ni préventive, ni curative, tenant compte du poids réel. Forte pour la double dose journalière. Merci. J'ai une question de Hanan Hashisha. Qui demande si les malades de Gaucher sont des patients à risque, les maladies de Gaucher. Est-ce qu'ils sont des malades à risque? Bon, c'est une maladie héréditaire. Et... Oui. Oui. Alors, honnêtement, je n'ai pas croisé cette notion-là dans la bibliographie que j'ai faite. Maintenant, je pense qu'il y a un neurologue aussi qui va peut-être intervenir et qui pourra donner plus de précision à ce niveau-là. Notre